en ce qui concerne le début, j'ai fait des études de médecine et j'étais tout à fait passionnée par la médecine et en particulier par la cardiologie. Mais en même temps, fin de mes études de médecine, 1974, 75, c'est le moment où Lacan est au fait de son succès médiatique. Benoît Jacot vient de tourner et de montrer à la télévision le film sur Lacan. Et il y a quelque chose d'inouï, c'est un succès très grand, de la même manière que les écrits publiés en 1966 sont un succès extraordinaire, un succès de librairie, alors que Lacan ne s'y attendait absolument pas. Donc, mon entrée dans la psychanalyse va aussi de pair avec le succès de Lacan dans le milieu intellectuel parisien et parmi les jeunes médecins et les jeunes psychiatres, internes en psychiatrie que je pouvais fréquenter à l'époque. Et puis bien sûr, on ne fait pas une analyse parce que c'est dans le vent ou parce que ça serait bien ou chic ou que ça permettrait de comprendre. On fait une analyse parce qu'on a des vraies questions qui vous tourmentent, des symptômes qui vous empêchent dans pas mal de choses. Et c'est ces empêchements, c'est ce qui vient se mettre en travers dans la vie, dans les engagements, dans l'amour, qui font qu'à ce moment-là, j'ai commencé une analyse quand j'avais 25 ans, un grand moment d'incertitude dans ma vie. Quand je commence à m'intéresser à la psychanalyse, vient de sortir le séminaire Les écrits techniques de Freud. Première transcription d'un séminaire de Lacan, publié au Seuil. Et puis très vite, va être publié le séminaire encore. Mais c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, moi j'ai commencé la psychanalyse avec la question de la jouissance et la question des formules de la sexuation. C'était là, d'entrée de jeu. Ce sont les deux premiers séminaires qui ont été édités, avec dans le séminaire encore des pages magnifiques, bien sûr, sur ce qui nous concerne tous, c'est sur la question de l'amour. Et c'est véritablement sur la question de l'amour, du désir et de la jouissance que s'est orientée et ma rencontre avec Lacan, ma rencontre livresque avec Lacan, et aussi les questions qui m'amenaient à faire une psychanalyse. Je sais que je suis allée à l'école freudienne, pas tout de suite, peut-être vers l'année 77, 78, déjà, quand Lacan était déjà très, très malade. Mais quand j'y suis allée, parce que j'ai été emmenée par des copains qui m'ont dit « mais si, viens écouter Melman, tu vas voir, c'est formidable ». Effectivement, Charles Melman, à ce moment-là, faisait une lecture d'un séminaire, pas d'un séminaire, d'un texte des écrits qui était Subversion du sujet. Et il le lisait à haute voix, et j'ai été au séminaire de Charles Melman parce qu'un de mes amis m'y avait entraîné. Et puis, j'aurais bien aimé aller au séminaire de Françoise Dolto, puisque je voyais des enfants, et je lui avais écrit en lui demandant de participer à son séminaire de cas cliniques. Elle m'avait répondu « Formez-vous d'abord, et puis vous viendrez dans quelques années quand vous serez un peu formé. » Parce que j'étais absolument sans aucune formation. J'étais là, j'attrapais des bouts à droite, à gauche, mais c'est vrai qu'il y avait cette rencontre de ces deux séminaires de Lacan, de ceux qui avaient été publiés, les écrits techniques de Freud et le séminaire encore. Il y avait là une vie intellectuelle, une sorte de rayonnement, et en même temps, une grande méprise de ma part. Je suis persuadée que j'étais dans une méprise et que ça jetait de la poudre aux yeux, et que cette poudre aux yeux, je la prenais comme telle, tu vois. On a tous été un peu dupes, voilà. Les jeunes qui étions là, on a tous été un peu dupes. Alors, quand on dit « c'est là que ça se passait », quand on commence à dire « c'est là que les choses se passent », eh bien déjà, les choses ne se passent plus là. C'est déjà du passé. Je crois qu'il y a eu un moment tout à fait d'un dynamisme extraordinaire entre 1964, date de la fondation de l'école freudienne de Paris, et puis comment dirais-je, la mise en place de la procédure de la passe, 1967, et puis la création de Silicette, que tout ça, ça a été des moments institutionnels très forts, avec des enjeux, avec des bagarres, avec aussi, encore une fois, des scissions, mais qu'après, tout ça, ça s'était figé avec le succès médiatique. Je ne pense pas que la réussite de la psychanalyse en extension
d'une certaine façon, et peut-être, c'est mon point de vue, j'en prends le risque, une catastrophe pour la psychanalyse elle-même. Après la dissolution de l'école freudienne de Paris, aussitôt Jacques-Alain Miller lance une nouvelle institution qui s'appelle la cause freudienne. La cause freudienne, aujourd'hui c'est l'école de la cause, mais à ce moment-là c'est la cause freudienne, avec une lettre que Lacan n'a probablement pas écrite et qui est un texte apocryphe, qui demande à ceux qui veulent suivre Lacan de venir lui écrire et de s'inscrire à la cause freudienne. Donc il y a ce mouvement-là qui est fait, fondation de la cause freudienne après la dissolution, et en même temps, création d'une revue et d'une série de conférences qui s'appelle Delenda. Et ce Delenda fonctionne comme un tribunal révolutionnaire. Je ne comprenais rien à ce qui se passait, mais quand je suis allée aux soirées de Delenda, je comprenais bien qu'il y avait un certain nombre de jeunes loups agressifs qui voulaient la peau de tous les vieux de l'ancienne école. Ils n'étaient peut-être pas, comment dirais-je, sans avoir commis des erreurs ou des fautes, peu importe, mais c'était avoir la peau de tous les anciens. J'en parlais effectivement, à Charles Melman, qui lui, dans un premier temps, n'avait pas pris position et soutenait la cause freudienne. Ça a duré très peu de temps. Mais moi, je lui rendais compte, et encore une fois, je n'étais pas la seule à lui rendre compte, du tribunal révolutionnaire là, qui était à l'œuvre avec Delenda, jusqu'au moment où Charles Melman, et ça c'était le moment tout à fait important et décisif pour moi, a écrit une lettre dénonçant la position de Jacques-Alain Miller et d'Éric Laurent. C'était une lettre extrêmement argumentée, qu'il a fait circuler, et à partir de là, il était coupé de l'héritier de Lacan. Parce que quand même, la difficulté, c'est que Jacques-Alain Miller, vous avez qu'à lire les quatrièmes de couverture des premiers séminaires de Lacan, Lacan le désigne comme celui qui est son meilleur lecteur, c'est à lui qu'il a cédé ses droits, pour assurer la suite de la publication de ses séminaires. Donc il a été, comment dirais-je, choisi, nommé publiquement par Lacan. Donc à partir du moment, je pense que ce qui a été difficile pour Charles Melman, c'était de prendre position contre celui que Lacan avait désigné et avait nommé. Et pour moi, c'était tout à fait essentiel qu'il ait pris cette position-là. Et qu'il ait pris cette position-là, c'était un soulagement à différents niveaux. D'abord parce que c'était un homme dont le travail et la parole comptaient pour moi, je parle de Charles Melman, et surtout, il mettait du mot sur des trucs que j'éprouvais, que je ressentais, que je ne savais pas nommer, parce que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants, je ne connaissais pas l'histoire, j'étais très, très ignorante, j'avais des petites bribes. Et donc lui, à partir du moment où il met des mots sur cet état de confusion, c'était un grand soulagement, et mon travail là, pour le coup, mon travail théorique commence vraiment. Ce moment du discours psychanalytique qui vient après la mort de Lacan, je dis le premier numéro sort 1 mois après la mort de Lacan, c'est quand même faire valoir la psychanalyse. Qu'est-ce qui peut être transmis de la psychanalyse? C'est pas n'importe quel titre, le discours psychanalytique. Et le titre de cette revue, c'est effectivement l'engagement de chacun dans ce discours. Alors, bien entendu, il n'y en a pas un qui l'entend de la même façon. Qu'est-ce que c'est que le discours psychanalytique? Mais néanmoins, c'est cette tentative d'aller, comment dirais-je, inscrire son travail, non pas dans un groupe, non pas sous un dogme, mais du côté d'un discours, c'est-à-dire du côté d'un lien social. Que Charles Melman réunit un certain nombre de personnes chez lui, des anciens de l'école freudienne,
des proches qui sont aussi des amis à lui, comme René Dupuis, par exemple. Et puis, c'est là qu'il décide de fonder l'association et qu'il fait cette proposition à ceux à qui il a demandé de venir et d'être présents. Alors, bien sûr, ça crée tout de suite, il y a des gens qui attendent un poste ou qui pensent qu'ils vont être choisis, nommés pour avoir un poste dans cette nouvelle association, dans cette nouvelle institution, et qui vont être dépités, qui partiront. C'est le cas de Nicole Cress-Rosette, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui sont là, qui se demandent pourquoi ils sont là, comme peut-être Marc Darmon et moi-même qui étions les deux plus jeunes, et qui nous retrouvons nommés par Charles Melman, secrétaire de cette nouvelle association. Au départ, il fallait d'abord avoir un lieu pour travailler, et un lieu pour se réunir, et un lieu pour que l'enseignement soit dispensé. Que les enseignements soient dispensés sans qu'on sache d'abord ce que seraient ces enseignements. Il fallait un lieu. Donc, toute l'énergie a consisté à trouver un premier lieu. Il a été trouvé très rapidement, 2 ou 3 mois après, en septembre 82, on a trouvé le lieu, rue de la Clé. Des travaux ont été faits, des aménagements ont été faits pour qu'on puisse se réunir. Ça, c'était le premier point, avoir un lieu. Mais pour avoir un lieu, bien sûr, il faut aussi des finances. Et les finances, il faut avoir des membres, il va falloir que les gens qui souhaitent participer de ce travail, sans savoir comment il va se faire, puissent s'inscrire. Donc il y a eu un accueil des premiers membres qui venaient. Certains étaient des anciens membres de l'école freudienne, ou d'autres étaient des gens qui n'avaient pas été membres de l'école freudienne, qui se posaient la question, qui étaient sur le seuil. Les gens de ma génération, en général, n'avaient pas été membres de l'école freudienne, ils ne l'avaient connue qu'à la toute fin, et donc qui venaient s'inscrire. Donc il va y avoir beaucoup de gens jeunes qui sont aujourd'hui les vieux de notre association. C'était les jeunes de 1982. Et puis tout de suite, eh bien, on commence avec des journées. Novembre 82, première journée rue de la Clé. Premier axe fort d'enseignement, séminaire de Charles Melman. Séminaire de Charles Melman qui a lieu où ? À l'hôpital de la Salpêtrière, à l'amphithéâtre Charcot. Son séminaire a pour titre « Nouvelles études sur l'hystérie ». Il dure 2 ans, 81-82. Ensuite, ce sera « Nouvelles études sur l'inconscient ». Alors, c'était des séminaires absolument formidables qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir à disposition dans des bonnes transcriptions avec des relectures qui ont été très bien faites par Claire Brunet, essentiellement par Claire Brunet et par d'autres, et qui sont aujourd'hui publiées en livre de poche. Mais c'est récent leur publication en livre de poche à ces séminaires. Donc, à partir de 82, à partir de 82, Charles Melman tient son séminaire à la Salpêtrière, et ce séminaire qui avait lieu 2 mardis par mois à l'époque, il le poursuivra jusqu'en 2002. Donc ça, c'est un axe fort de travail. Puis on a un autre axe fort du travail, c'est à l'hôpital Sainte-Anne, le groupe mis en place par Marcel Tchermak avec des présentations de malades et des exposés théoriques qui se continuent encore aujourd'hui. Et puis il va y avoir d'autres groupes qui vont se créer, un groupe de psychanalyse de l'enfant, dont je vais faire partie avec Marie-Christine Laznik à l'époque, Marika. Il va y avoir donc là un premier groupe de psychanalyse de l'enfant, et puis le groupe aussi qui va être celui de Jean Bergès à l'hôpital Sainte-Anne dans son service. Là aussi avec des présentations de malades et un enseignement clinique. Donc, au fond, ceux qui ont déjà des points d'appui hospitaliers vont les mettre à profit pour mettre leur travail d'enseignement et de formation, je dirais, dans le cadre de l'association freudienne. À propos des axes forts et de la charpente du groupe, Charles Melman a voulu
très vite qu'on ait des outils de travail. Et l'outil de travail essentiel, c'était d'avoir les séminaires de Lacan à notre disposition et d'avoir de bonnes transcriptions des séminaires de Lacan. Ce qui n'était pas le cas, il faut bien le penser, dans les années 80. On avait des photocopies absolument terribles, plus ou moins annotées par ceux qui avaient accepté de faire photocopier leurs transcriptions. Monique Cholet était celle qui avait peut-être les meilleures versions. Donc moi, j'ai un placard plein de photocopies dont maintenant l'encre est passée, c'est ce placard-là, qui était comment faire pour avoir les séminaires de Lacan. Donc, la décision de Charles Melman fut, et il a fallu la tenir pendant de nombreuses années, qu'il la tienne, nous allons nous donner les moyens de travailler, nous allons publier des séminaires retranscrits correctement, relus, avec un appareil critique, avec des annotations. C'est un travail titanesque, qui a été mis en chantier et qui a duré des décennies. Plusieurs groupes, alors là, tu demandais, mais comment est-ce qu'on se mettait au travail? Eh bien, on pouvait se mettre au travail en travaillant à la transcription d'un séminaire de Lacan, par exemple. Ou à la transcription d'un séminaire de Melman. Le lapsus indique bien que les deux, il s'agissait toujours de transcrire. Donc, on pouvait se mettre au travail de cette façon-là. On pouvait aussi se mettre au travail en participant à ce qui avait été mis en place par Claude Dorjoy, c'est-à-dire le dictionnaire, reprendre les concepts fondamentaux de la psychanalyse et que des groupes viennent là produire des textes, d'avoir un dictionnaire, ce qui ne serait pas la planche et Pontalis, mais d'avoir un dictionnaire produit par notre association. Ça, c'était un axe de travail. Et puis, je reparle des séminaires de Lacan, ça a duré des décennies, ça a été repris, Charles Melman n'était pas satisfait du travail qui était fait, ça a été repris par l'association des amis de Jacques Lacan, en particulier dirigée par Cyril Wecken, qui a dirigé nombre de transcriptions de séminaires. Il y a un autre axe qui est tout à fait essentiel, et qui d'ailleurs était essentiel du temps de Freud, tout autant, c'est l'axe éditorial. Car cet axe éditorial, c'est celui qui va donner lieu d'ailleurs aux plus grandes dépenses de notre groupe. Qu'est-ce qu'on publie? Comment on le publie? Et puis, ce qui rend compte, quand aujourd'hui on regarde tout ce qui a été publié par notre association, de la diversité du travail, de sa richesse, de sa rigueur aussi, et aussi de l'oubli dans lequel tombent tous les travaux qu'on a faits. Car c'est absolument inouï tout ce qui a pu être produit par notre groupe. Alors la formation des psychanalystes, d'abord, elle a été laissée, je dirais, ouverte au choix et au caprice, voire au caprice de chacun, puisqu'au fur et à mesure du temps, les enseignements se sont multipliés, sans qu'on sache plus très bien, sans que ceux qui avaient à la charge des enseignements sachent plus très bien en quoi consistaient les enseignements qui étaient dispensés. Alors, il n'y avait plus beaucoup de visibilité, mais on savait qu'il y avait pléthore d'enseignements, toutes les salles pouvant être occupées chaque soir de la semaine. Et en même temps, les gens qui arrivaient, donc là on va parler de la fin, début des années 2000, et des gens qui arrivaient, ils ne savaient pas où se diriger, où aller, qui allait écouter. Je veux dire, le même soir, vous aviez 3 personnes qui parlaient, le thème était chaque fois tout à fait alléchant. Comment se diriger dans cette masse de propositions? Et à ce moment-là, il a été décidé de fonder le collège de psychanalyse qui s'adresse effectivement à ceux, non pas qui veulent avoir un titre de psychanalyste, mais à ceux qui veulent bien apprendre à lire. C'était l'idée qu'il s'agissait d'apprendre à lire à ceux qui viendraient. Et
Et ce collège a eu un succès aussi très, très grand, puisqu'il permettait aux gens de travailler à la fois en petits groupes, en séances plénières, et d'avoir chaque année, ou sur un programme de 2 ans, des textes de Lacan et de Charles Melman à travailler. Le souci directeur de Charles Melman, c'était que dans cette association, même s'il avait pu dire au départ qu'il y aurait des titres, analystes, membres de l'association, qu'il y aurait des titres un peu distinctifs, le souci de Charles Melman, c'était qu'il n'y ait pas de gradus. Et pour qu'il n'y ait pas de gradus, il fallait sans arrêt remettre, je dirais, les ouvrages en chantier, c'est-à-dire tenir un espèce de chantier permanent. Pas de gradus, pas de disciples, qui seraient les disciples préférés ou les meilleurs élèves, mais des militants. Son idée à lui, c'est quand même une idée de militantisme. Et ces militants, il les a trouvés parce qu'on a tous été, à notre manière, des militants. C'est un champ suffisamment vaste pour qu'on puisse rencontrer des gens avec qui on travaille sur des questions qui nous tarabustent assez. Et ça, je trouve que c'est resté vrai 30 ans après. Et c'est quand même inouï. Je veux dire par là, si je suis sollicitée, là par exemple, pour aller en Bretagne travailler avec des collègues à Rennes sur des questions de psychanalyse d'enfants, eh bien, c'est pas venu en un jour, c'est le fruit de tout un travail de rencontre qui fait qu'on continue de travailler ensemble. Même si on ne se voit pas toutes les semaines, même si on n'est pas des copains-copains, il y a quelque chose que je ne sais pas comment nommer, mais qui est ce type de lien que le travail commun autour d'un objet commun fournit. Et ça, c'est un truc inouï. C'est inouï, j'en suis émerveillée aujourd'hui.